Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. J'aime beaucoup vous raconter des aventures de montagne, parce qu'elles amènent les hommes au bout d'eux-mêmes. En voici une absolument mythique. Elle date de 1971, quand en plein hiver, une vedette de l'alpinisme français, René de Maison, accepte de se lancer sur la face nord des Grandes Jorasses avec un tout jeune montagnard de 23 ans qui s'appelait Serge Gousseau. Mon récit est adapté du livre que de Maison a écrit dans la foulée, 342 heures dans les Grandes Jorasses, aux éditions Webec. Pour le débrief, je ferai appel à Blaise Agresti, expert reconnu du secours en montagne, ancien guide et ancien du PGHM de Chamonix, le peloton des gendarmes de haute montagne. J'ai écrit cette histoire avec Duduel de Dieu le veut, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est au mois d'août 1970 que je rencontre Serge Gousseau pour la première fois. Je suis dans mon chalet sous les aiguilles rouges en train de terminer l'écriture d'un livre. Parti comme je suis parti, je vais y passer l'été. Et soudain, j'entends de la musique au loin. Quelqu'un qui joue de la guitare et qui chante. Alors je sors sur ma terrasse, prêt à tonitruer. Et là je vois un grand gaillard de 23 ans, blond, les cheveux longs, et dans ses yeux, je lis tout de suite une grande passion pour la montagne. Je remarque ses mains et ses bras extraordinairement musclés. Pas des muscles d'haltérophile énormes, des muscles longs, durs comme l'acier, des muscles de roche-acier. Et on se met à parler. Mes parents habitent Tours. Moi, je veux plus vivre là-bas. Je suis trop loin des montagnes. Ce jour-là, Serge et moi, on ne fait aucun projet. On parle simplement de la montagne. Quelque temps plus tard, Serge me dit qu'il voudrait faire une grande course avec moi. Une hivernale, quoi. Un truc difficile. Oh, j'aimerais tant faire ça avec toi. Sur le plan technique, aucune raison de dire non. Il a fini 3e de son stage de guide. Depuis le début de l'hiver, il s'entraîne à l'escalade sur rochers enneigés, sans gants, pour s'habituer au froid. Il est fort, vraiment fort. Bon, ben c'est d'accord, Serge. On fera quelque chose tous les deux. Il a fallu le dire à Simone. Tu vas repartir là-haut, c'est ça? Bah oui, faut bien. Faut bien. René, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Écoute, Simone, on va par médecin. Tu sais bien que je fais très attention. Je sais, oui. Mais d'autres avant toi faisaient très attention. Et pourtant... Je n'ai pas réussi à joindre Serge au téléphone. Alors je lui ai laissé un message. Oui, bonjour Serge. C'est René à l'appareil. Tu peux venir dès que possible? Il arrive quelques jours plus tard à Chamonix. Il rayonne de joie. Et on file tout de suite faire ensemble un parcours de ski de fond de 11 km. Il a l'air en très bonne forme. Et le soir venu, devant la cheminée... Bon, Serge, il y a un truc qui n'a jamais été fait en hiver. C'est l'éperon central des Grandes Jorasses. Si le beau temps se maintient, je pense qu'on pourrait atteindre le sommet en 4 jours, peut-être moins. Et après, si nos mains sont pas trop abîmées, quelques jours de repos, on attaque le direct. Demain, on prépare le matériel et les vivres. Après-demain, un refuge de lait chaud. Et le lendemain, très tôt, on attaque l'éperon central. Février 1971. Bon, allez, on y va. Tu passes devant, Serge? Ah non, René. T'iras plus vite que moi, je pense. Comme tu voudras. Mais si plus haut tu veux monter en tête... Enfin, tu verras bien, quoi. Hein. Il est 11h.
En 3 heures, on a gravi 150 mètres. On a chacun sur le dos un sac relativement léger, 8 à 10 kilos. Les vivres, le réchaud, la tente, les pitons de réserve, tout ça est dans un sac de charge d'environ 20 kilos que je tire après chaque longueur. 16 heures. On a gravi 100 mètres de plus sur des rochers difficiles et verglacés. Je pensais que ça serait plus facile. Le jour baisse vite en février. Le froid devient incisif. Et maintenant, la nuit est presque totale. On n'a pas encore trouvé un emplacement de bivouac comme on l'aimerait. Confortable. Et regarde, la bas de neige là-bas. Je pense qu'en dessous, il y a une terrasse pas trop inclinée. On pourrait se mettre là, qu'est-ce que t'en penses? Mais en vérité, il n'y a que de la neige tassée par le vent. Assez dur pour supporter notre poids, mais faudra pas trop gesticuler. Alors on aplanit une surface horizontale, moins grande qu'on espérait, juste ce qu'il faut pour s'asseoir. Le dos appuyé contre la paroi et les jambes allongées. Le luxe. On s'attache par des cordes à 2 pitons. Et on se laisse aller. Tout habillé dans nos sacs de couchage, on n'a pas froid. Le réchaud bien calé entre nous deux ronronne joyeusement. On va pouvoir apaiser notre soif et nos gorges irritées par l'air froid et sec. Tu penses qu'il fait combien en dessous de zéro, René? Oh, je sais pas. Peut-être moins 20, moins 25. J'ai pas pris de thermomètre. En tout cas, pour dormir, il va falloir nous mettre un foulard de soie sur le visage, parce que sinon, on risque de se geler le nez. Ouais. Ben, le fromage aussi, il est gelé. J'ai eu Simone par radio tout à l'heure. Pas de changement. Demain, il fera beau. Vendredi 12 février. Une pâle lumière est en train de naître du ciel. Il fait pas encore jour, mais déjà plus nuit. Le foulard a glissé sur mon visage. Je sens plus mon nez. Alors je le frictionne et il tarde pas à revenir à lui. Oh, Serge. Serge. Ouais. T'as bien dormi? Ouais. T'allumes le réchaud? Allez, râle pas. Demain, c'est moi qui préparais le déjeuner. Dimanche 14 février. Il est 9h30. Je tire l'antenne du talkie-walkie. Simone pour René. René, tu m'entends? Ouais, je te reçois très bien. Vous avez passé une bonne nuit? Quel temps il fait là-haut? Bah écoute, ouais, on a passé une bonne nuit. Bon, pour le moment, on n'a aucune visibilité. Quelles sont les nouvelles côté météo? Écoute, amélioration aujourd'hui, beau dans les prochaines 48 heures. Ensuite, possibilité de petites chutes de neige, mais rien n'est sûr au-delà de 48 heures. Mais dans tous les cas, il ne devrait pas y avoir de perturbations importantes dans les 4 ou 5 jours qui viennent, ok? Dans 3 jours au plus, on devrait atteindre le sommet. Pour l'instant, Serge n'a donné aucun signe de fatigue physique ou morale. Le moment est venu de prendre une décision. La poursuite ou la retraite. Bon, Serge, on est à 3 jours du sommet. 4 au plus. Si le vent continue, il fera plus froid. Alors je garderai la tête de la cordée jusqu'au sommet. Mais si tu te sens fatigué, si tu penses pas pouvoir continuer, on descend. Il reste au moins un mois d'hiver. Pourra revenir, tu sais. Je suis en très bonne forme, René. Tu peux me faire confiance, on continue. Je pense vraiment que Serge pensait qu'il était en assez bonne forme pour poursuivre l'ascension.
Lundi 15 février. Oh Serge, putain, nom d'un chien! Je me suis pas réveillé, il est 8h30. Et il est 9h quand on reprend notre progression vers le sommet. Allô? Simone? Simone, tu m'entends? Très bien, René, comment s'est passée la nuit? Écoute, assez bien. Quelles sont les prévisions? Rien de changé. Hein, vous aurez de la neige ce soir ou cette nuit. Demain, le temps sera meilleur. Petit à petit, le plafond nuageux descend vers nous. Les volutes de brouillard commencent à monter le long des parois. On ne voit plus que les rochers et les plaques de glace. Et maintenant, il neige. D'abord très peu et puis de plus en plus fort. On rabat le capuchon de notre anorak sur le casque et on attend que ça passe. Lundi 15 février, 15h. Un coup de vent balaye la paroi. La neige entre dans mon col et me glace jusqu'aux os. Avec mes mains nues, devenues insensibles, j'essaie de me protéger le visage. Où sont mes gants? Allez, voilà. Ouf. Je les secoue, je les tape contre la roche et je les enfile sur mes doigts gonflés par le froid. Serge! Serge! Je reviens, hein. On peut pas monter le couloir tant qu'il neige. On va bivouaquer là où tu es, ok? Il nous reste des vivres pour 2 jours. Le sommet doit pas être à plus de 300 mètres. On y sera peut-être demain soir, si ça s'arrange. Mais après-demain, sans aucun doute. Ce soir, mes mains me font mal. Serge aussi a les mains. Radio d'une main, et de l'autre main, je me cramponne au piton. Encore une avalanche de passé. Allô, René, tu m'entends? Ouais, t'inquiète pas, Simone. Tout va bien. C'est notre dernier contact radio. Il n'y en aura pas d'autre. Ni ce soir, ni demain, ni après. On de la raconte la suite de votre récit. Mercredi 17 février, 7e jour. Je dors d'un sommeil comateux quand un mugissement venu des hauteurs me réveille. La tempête? J'ouvre la tente. C'est pas la tempête. C'est le vent sur l'arête juste au-dessus. Hé Serge! Serge, c'est beau temps! Ma montre ne marche plus, je sais pas quelle heure il est. Mais aujourd'hui, il est trop tard pour aller plus loin. D'autant que le ciel prend de sinistres apparences. Hé, regarde là-bas, René. Il neige sur l'aiguille d'Armentières. Avant un quart d'heure, la neige est sur nous, je pense. Hein. Ouais, t'as raison. Installons-nous vite. Impossible de monter la tente. Alors je la laisse à Serge pour qu'il puisse s'enrouler dedans. René, regarde ma main. Sa main droite est énormément enflée. Et la peau se détache en lambeaux. J'ai déjà vu des mains très abîmées par le froid. Mais jamais comme ça. T'inquiète pas, Serge, t'inquiète pas. Tu peux remuer les doigts? Ouais, regarde. Elle te fait mal? Un peu. Pas beaucoup. Si elle te fait mal, alors elle est pas gelée. Puis tu sais, aujourd'hui, les gelures, ça soigne très bien. Je le rassure. Je lui dis n'importe quoi. Faut pas qu'il se démoralise. Faut qu'il garde confiance. Et puis t'as ta main gauche, hein? Elle va bien, ta main gauche. Alors demain, on sera là-haut. Il a l'air rassuré. Mais moi, je suis très angoissé. Jeudi 18 février. Aujourd'hui, il faut sortir de là et filer vers le sommet. Il faut sortir de là. Bon, Serge, tu vois au bout de ce dièdre, là, c'est le sommet. Alors écoute-moi bien. Faut tenir. T'entends, faut tenir. T'inquiète pas, René. Ça ira, je tiendrai.
Bon allez Serge, c'est à toi. Oublie pas les pitons, hein. Je peux pas dépitonner. Avec ma main, je peux plus enlever les pitons. Je peux plus. Serge, il faut dépitonner. Tu entends, il le faut. Il a laissé 2 pitons. Qu'est-ce que je peux lui dire? Avec ses mains. Dans la poche de mon anorak, je prends 3 nougats. Allez, tiens, ouvre la bouche. Allez, encore un autre. Tiens, puis ce berlingot de miel, là, vas-y. Serge, vas-y, monte, je t'attends. Il répond pas. Oh, Serge, tu peux monter. Mais bon sang, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Serge, je peux plus monter. Je peux plus monter, René. Je sens plus mes mains. À ce moment-là, le sang se retire de mes veines. Une immense douleur. Une détresse sans nom qui m'envahit. Jamais, aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai cet instant. On est perdu. Le navire sombre. J'ai peur des eaux noires. J'ai peur de la mort. Allez, faut se reprendre. Faut se battre. Je vais descendre jusqu'à lui. Faut le sortir de là. Et le soir vient. Aucune terrasse. Juste un vague plan incliné pour passer la nuit. Bon, allez. Assieds-toi dans le creux, Serge. Je sors ton sac de couchage. Voilà. Rentre tes jambes dans le sac, vas-y. Mets tes bras à l'intérieur. Ça va? T'es bien? Quand fera-t-il jour? Il viendra le jour. Comme la nuit. Mais la nuit revient toujours. Samedi 20 février. Bon, il fait beau, Serge. Le beau temps est revenu. On va sortir au sommet aujourd'hui, t'entends? Serge, réveille-toi. J'irai pas plus loin. Je peux plus bouger. Je veux plus bouger. J'en peux plus. Je vais te tirer comme hier. T'auras rien à faire. On va pas rester là si près du sommet. Je veux plus bouger. Serge, t'as voulu venir avec moi sur cette paroi, je t'ai pas emmené de force. Alors tu vas t'en sortir. Tu vas encore tenir le coup aujourd'hui, t'entends? Mais rien ne le sort de la léthargie dans laquelle il s'enfonce, lentement. Un hélicoptère viendra, c'est certain. Ils comprendront. On reste pas immobile si près du sommet par beau temps. Serge, écoute. T'entends l'hélicoptère qui approche? L'engin s'approche très près. 40 mètres, peut-être moins. L'un des passagers tend un bras, le pouce en haut, puis le pouce en bas. Pour moi, ça veut dire vous montez ou vous descendez. Il paraît que j'ai tendu le pouce. Je me souviens pas. Mais c'est vrai que j'ai pas fait le signe conventionnel du secours en montagne. Un balancement de bras de haut en bas 6 fois à la minute. Mais l'hélico était tellement près. Pour moi, ils ont compris ce qui se passe. Dimanche 21 février, 11e jour. Serge est de plus en plus mal. Ses lèvres et son nez sont gonflés par le froid. Mais il sent rien. Il ne souffre pas. Il a faim, il a soif. Il ne reste plus rien. Juste un peu de gaz. Alors, tout doucement, je verse de l'eau tiède sur ses lèvres. S'il se passe rien aujourd'hui, il est perdu. Je dois partir chercher du secours. Je peux atteindre le sommet peut-être avant la nuit. Demain soir, je serai dans la vallée. Mais Serge ne tiendra pas. Alors quoi? Sauver ma peau? Sauver ma peau pendant qu'il est encore temps? Retourner vers la vie? Vers Simone? Non, c'est la loi de l'accorder. C'est à la vie et à la mort. On ne laisse pas un compagnon mourir.
seul. Serge! Ils reviennent, Serge. Tu les entends? Tu vois, ils reviennent. L'appareil s'approche de la paroi, mais moins près qu'hier. Je sors un anorak rouge de mon sac, je le tiens au-dessus de ma tête, à bout de bras, et puis... René? Il est parti, l'hélicoptère, hein? Hein, il est reparti? Mais non, Serge. Il va revenir. Je t'assure, il va revenir. Lundi 22 février. L'état de Serge s'est aggravé. Je lui parle. Il m'écoute plus. Et puis d'un coup, il se redresse, il tourne son visage vers moi. Oh, ce visage de douleur. René, faut monter sur le plateau, on va au bistrot, on mange, on boit, et puis on revient. Il est en train de perdre la tête. Et puis il se tait. Il pose sa tête sur ses bras repliés. Je ne sais pas combien d'heures, de minutes s'écoulent après. Et puis d'un coup, il se redresse à nouveau, il se tend en arrière, et puis lentement, il s'immobilise, les yeux grands ouverts, fixés sur l'immensité du ciel. Et moi, je reste inerte, prostré, un long moment, la tête appuyée sur les genoux. Serge est parti. Serge est parti. T'es un salaud, t'entends? Je suis resté avec toi. Et toi, t'es parti et tu me laisses seul. Je tire la toile sur nous deux. Et j'attends la nuit. En mourant, Serge m'a rendu ma liberté. Mais je peux pas le quitter. Il est là, près de moi, sous la toile de tente. On est encore ensemble. Mardi 23 février. Les montagnes émergent de l'ombre bleutée. Serge est à ma gauche, figé dans son survêtement bleu. Quand est-ce que je sors de ce cauchemar? Je le vois pas encore, mais je l'entends. Le voilà. Pourquoi est-ce qu'il a des roues au lieu des patins pour se poser dans la neige? Derrière le hublot, je vois des visages qui m'observent. Et puis il remonte. Et puis il repart. Il repart. Les montagnes se teignent de rose. Et le jour meurt. Pourquoi je suis encore là? J'aurais dû partir ce matin. Serge a plus besoin de moi. Je peux pas mourir là, immobile. Mieux vaut tomber en tentant la sortie. On s'est battu, perdre n'est pas un déshonneur. Ah, maintenant c'est le vent qui revient. Tu vas voir, Serge. Je vais nous couvrir tous les deux. On va pas rester comme ça toute la nuit au vent, Serge. Voilà, ça y est, Serge. On est à l'abri. Mercredi 24 février. Mon poignet me fait mal. Ouf! Il est enflé. Ah, c'est un abcès. Il n'y a qu'à le frotter sur le granit rugueux, ça l'ouvrira. Aïe! Mes doigts aussi me font mal. Ils sont peut-être gelés. Et cette pâte jaune autour de ma bouche qui coule de mon nez? C'est quoi ça encore? Je veux pas qu'on me retrouve avec cette horrible pâte collée sur le visage. Bon, mon gars, maintenant il faut faire une provision de glaçons tant que tu peux bouger. Et même si c'est très froid, même si ça te brûle la gorge, tu dois sucer de la glace. Parce que chaque petit glaçon qui fond dans ta bouche prolonge ta vie de quelques minutes. Il suffirait de rester immobile,
Il suffirait que je ferme les yeux pour plonger dans un tunnel vers la lumière. Mais mourir, c'est pas facile. Ma tête encore intacte se refuse à l'abandon. Jeudi 25 février. Appuyé sur l'épaule de Serge. Je suis presque bien. Il me reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Oh 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 oh. Un appel? Non, c'est une hallucination. Oh 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 oh. C'est pour moi. L'appel vient d'en haut. Je lève la tête. Et là, au-dessus, un homme descend au bout d'un câble. Oh! Je suis là! Je le reconnais, c'est Gérard. Putain, est-ce que t'es dur, René? Est-ce que t'es dur? Eh oui, tu vois. Je suis encore vivant, Gérard. Et accroché au même câble, je remonte lentement, mètre par mètre, fuyant l'ombre vers la lumière. Et je découvre qu'on était à 80 mètres du sommet et que les 40 derniers mètres étaient faciles. Comment est-ce qu'on a pu échouer si près du sommet? La mort de Serge m'apparaît dans toute son absurdité. Je lève la tête, encore quelques mètres avant la corniche. 1 mètre, encore 1 mètre. Et tout d'un coup, le soleil qui me frappe en plein visage. Et les sanglots qui me montent à la gorge. Allez, René, te laisse pas aller. Te relâche pas, René. Faut tenir encore. Je vais tenir. Je vais tenir. Un hélicoptère m'arrache à la montagne et je glisse vers la vallée. Arrivé en bas, la porte s'ouvre. On veut m'aider à marcher vers l'ambulance, mais moi je veux tenir debout. Je veux marcher tout seul. Simone est venue. J'ai senti sa présence avant de la voir. Comme elle a souffert. T'inquiète pas, Simone. Maintenant, je suis là. Je n'ai pas l'intention de mourir, Simone. J'ai tiré cette histoire du livre de René de Maison aux éditions Webec, 342 heures dans les Grandes Jorasses. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une aventure de montagne absolument mythique, la tentative en 71 d'un alpiniste de légende, René de Maison, de gravir pour la première fois la face nord des Grandes Jorasses avec un tout jeune alpiniste de 23 ans qui s'appelait Serge Gousseau et qui a laissé sa vie dans cette aventure. C'est une histoire que j'ai tirée tout droit du livre de Maison, paru juste après l'expédition, 342 heures dans les Grandes Jorasses, aux éditions Webec. Et je débriefe cette histoire avec vous, Blaise Agresti. Vous êtes un expert du secours en montagne, vous êtes vous-même ancien guide de haute montagne et ancien du PGHM de Chamonix, qui est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu du cadavre de Serge Gousseau? Parce que c'est un truc qui m'a beaucoup gêné. René de Maison n'en parle pas dans le livre. Pourquoi? Alors parce que c'est une chose qui s'est pas bien passée en fait au moment où Gérard de Voissou descend avec ce câble de 90 mètres, exactement 90 mètres. Pour secourir René. Alors il est là pour secourir, mais aussi ils sont dans une sorte de compétition aussi. Il y a une histoire derrière entre Gérard et Une rivalité. Une rivalité qui est très forte. Mais il vient le secourir et
On ne sait pas pourquoi, et en tout cas les gendarmes qui accompagnent Gérard, qui sont en train de manipuler le treuil de ce câble, quand Gérard remonte, il demande, et Serge alors, eh ben, j'ai coupé la corde, et le corps, je l'ai jeté en bas des Grandes Jorasses. Donc il y a une espèce de maltraitance à la mémoire de Serge Gousseau dans ce geste, où finalement, c'est une face immense, hein, la face nord des Grandes Jorasses, c'est 1200 mètres de haut, ils y ont passé ces 342 heures, qui sont immenses en termes de temps, et ce geste, il n'est pas très élégant, en fait, hein. Il y a quelque chose qui a gâché finalement ce sauvetage qui était déjà tardif, hein, mais en plus qui a été dans un geste ignoble, en fait, à l'égard de Serge Gousseau, qui avait résisté jusqu'au plus loin de ses forces. Ça veut dire que le corps n'a jamais été retrouvé? Si, alors les gendarmes sont allés le ramasser après une chute de plus de 1000 mètres, donc on imagine dans quel état. Donc oui, c'est pas une belle tradition de montagne, donc ce geste-là, il honore pas en tout cas. C'était la pratique dans les années 70? Dans les années 60, il y a une sorte de pragmatisme, en fait, hein. La personne est morte, donc voilà, on fait le plus simple, en fait, hein. On sauve les vivants. On sauve les vivants et on s'embarrasse pas trop pour les morts. Pour moi, l'une des scènes les plus marquantes de ce récit, au-delà de la performance de grimpeur, c'est ces 3 jours que René de Maison passe avec Serge Gousseau, sous la toile, côte à côte. Il dit même à un moment, ma tête contre son épaule. Mais oui. C'est une expérience humaine incroyable. Alors, cette dernière partie, après avoir essayé de gravir la face, c'est au moment où Serge va mourir, entre le dimanche et le lundi, dans ces derniers délires de l'hypothermie, de l'épuisement, effectivement, ils vont faire compagnon de cordée au-delà de la vie. Et René de Maison n'essaye même pas de faire quelques mètres pour s'en sortir, en fait. Alors, est-ce que c'est l'esprit de fraternité de la cordée? Est-ce que c'est aussi la difficulté d'assumer le regard d'en bas, de la vallée, de revenir vers la vallée en laissant Serge Gousseau là-haut, en laissant le compagnon? C'est-à-dire que c'était quand même René, c'était la star, c'était l'invincible, c'est celui qui a fait les plus belles réalisations de ces années 60 et 70, et là c'est son échec quand même, hein. C'est quelque part il a défié la face nord des Grandes Jorasses en hivernal, dans les conditions les plus difficiles, et il n'arrive pas à 90 mètres du sommet, il est en échec quelque part, donc il y a la double responsabilité de la mort de Serge Gousseau qui va peser sur sa vie entière, il en a reparlé ensuite à plusieurs reprises. Et puis il n'est pas monté en haut. Et il n'a pas réussi. Donc c'est à quel prix finalement on gravit une montagne? Faut dire qu'il va y arriver finalement. Il essaye l'hiver d'après. Voilà. Alors qu'il a promis à Simone de pas faire, de pas refaire. Il essaye l'hiver d'après. Il n'y arrive pas. Et il y arrive durant l'hiver 73. Il y arrive durant l'hiver 73 dans des conditions dantesques. Il a quasiment les mêmes conditions de dureté. Mais ils vont se battre. La cordée est solide et ils vont passer. Mais c'est in extremis, c'est à la limite, encore une fois, donc il joue chaque fois, il pousse le bouchon très très loin, René. Et dans cette histoire, il y a quand même cette problématique du secours, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans cette opération? On va revenir sur les problématiques, Dieu sait si n'en manque pas dans cette histoire. Oui. Vous l'avez connu, vous, René de Maison. Il donne l'impression quand même dans son livre d'être dur, d'être minéral. Alors, il a traversé toutes ces épopées d'alpiniste parce qu'il était dur, hein. Ce que dit c'est Gérard de Wassou en disant tu es dur à la fin, au moment de la récupération de René, mais il n'aurait jamais réussi tout ce qu'il a fait sans cette opiniâtreté, ce moral d'acier qui le caractérisait. Et puis aussi, il a aussi défié la collectivité de Chamonix. Il n'était pas originaire de là et il s'est fait un nom. C'est un des plus grands alpinistes français, tout en n'étant pas issu du sérail de la Chamonix. Voilà, donc c'est pas un gars du pays. Non, c'est pas un gars du pays. Et ça dérangeait beaucoup. Et puis c'est un des premiers alpinistes qui utilisait les marques, qui communiquait énormément. C'était le roi de la com, quoi. René. Oui, il faisait des bouquins, il faisait des conférences à connaissance du monde. Exactement. Il avait une réputation qui dépassait. Enfin, si on doit citer des grands alpinistes, on va citer Messner, De Maison, Bonatti. Et puis voilà. Il y a eu tout un tas de polémiques après ce drame. On a commencé par dire que De Maison avait été inconscient d'amener Serge Gousseau dans cette aventure parce qu'il était trop jeune, parce qu'il n'était pas assez expérimenté. On a eu raison.
Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi, pour être très direct. Alors moi, j'ai une histoire personnelle là-dessus, parce que mes parents ont grimpé avec Serge Goussot, et mon père a fait le Cervin. Ils ont grimpé dans les Calanques. Ma mère a fait la face sud de l'Aiguille du Midi, qui était une voie difficile. Et Serge Goussot lui-même, avant ça, avant de devenir aspirant guide, il était déjà aspirant guide, il était en train de finir son diplôme de guide. Donc il était un expert, il était un des meilleurs grimpeurs de sa génération. En revanche, il était relativement fin. Et c'est qu'une hivernale, c'est lutter contre le froid, c'est lutter contre la dureté de la montagne par des températures de moins 20, moins 30. Donc ça, mais en réalité, il a fait un libre choix. Il était guide, il avait une liste de courses incroyable. Non, absolument pas. On peut pas accuser de Maison d'avoir été irresponsable sur ce coup-là. Non. Et puis, quelque part, il y a toujours une part de risque dans ce genre d'expédition. Bien sûr. Et c'est le cœur de la vocation d'alpiniste. C'est d'abord le risque accepté. Personne n'a forcé Serge Goussot à y aller. Il n'a pas été poussé par quiconque. Accepté, presque apprécié. Exactement. Donc voilà, donc c'est un risque qui peut être apprécié parce que ça fait partie du sel de l'alpinisme. Et en même temps, on s'engage avec René de Maison, tout le monde le connaît. Donc on sait très bien qu'on s'engage dans une aventure assez radicale. Et Serge est parti en connaissance de cause. Alors il a été inculpé à l'époque, d'homicide involontaire. Non, volontaire. Volontaire. Non, mais on m'avait dit involontaire. Non, mais alors, ce qui est dingue dans cette histoire... C'est-à-dire qu'on suppose qu'il est allé là-haut pour le tuer, quoi. C'est un peu ça que ça dit, homicide volontaire. Exactement, alors c'est lié à ces fameux signes de secours qui ont été faits ou pas, donc c'est à travers ça qu'il y a une forme de recherche de responsabilité de René de Maison, mais c'est dingue dans une histoire de montagne de deux êtres consentants qui vont gravir une face librement, d'en arriver à l'idée de la qualification d'un homicide volontaire. Donc le procureur va dire on se calme, voilà. Les amis. Il y a eu un non-lieu à la fin. Exactement. Ça n'a pas débouché. Ça n'a pas débouché, tout à fait. Deuxième polémique sur les secours, et notamment sur les hélicoptères. Alors là, on est dans votre spécialité absolument. C'est-à-dire que, en fait, ces hélicos, en tout cas les premiers, ils sont venus et ils n'ont pas compris qu'il y avait danger et ils sont repartis. Oui. Il fait une faute, René de Maison, clairement. Il met le pouce en haut parce que lui, il croit dire on est en train de monter. Et en fait, pour les gens, ça veut dire ok, c'est cool, on se tire. Alors, il y a moi ce que j'appelle un lapsus gestuel, en fait, parce que donc il n'y a pas de radio, il n'y a pas de système de communication, il n'a plus les batteries de sa radio. Il ne peut plus parler à ce moment-là, donc il n'a plus de moyens de communication. Donc il n'y a plus que la gestuelle. Donc il est sur sa petite vire pendue dans la paroi, l'hélicoptère arrive, le mécanicien fait un geste pour comprendre. Et en fait, personne ne comprend la situation de détresse de la cordée. René de Maison ne fait pas les gestes de l'époque, qui étaient de lever les bras à 6 reprises, et puis de faire... Il y a un geste réglementaire à l'époque pour demander... Il ne le fait pas, il le reconnaît dans son livre d'ailleurs. Oui. Et en même temps, il reprocherait... Moi, quand j'ai fait mon livre et que j'ai interviewé René de Maison, sur ce point-là précis, est-ce qu'il avait fait le signal de secours, qui est quand même le nœud gordien de cette affaire, il m'a dit, ils auraient dû comprendre. Oui. C'est-à-dire que quelque part... Quelqu'un qui est accroché à la paroi, qui bouge plus, il fait beau, il bouge plus, il va pas vers le haut. Il y a un problème. Voilà. Ouais. Donc en fait, là, il y a quand même après avoir creusé cette histoire dans tous les sens, effectivement, on ne peut pas juste s'arrêter au fait qu'il n'ait pas fait les signes réglementaires de secours. On doit quand même comprendre qu'il y a une intelligence de situation d'une équipe de sauvetage pour essayer de se mettre à la place des gens qui sont peut-être dans un état d'épuisement total, qui ne peuvent même plus dire qu'ils ont besoin de sauvetage. Donc il y a des silences parfois, et c'est arrivé au PGHM, de porter assistance sans qu'on nous le demande. D'une manière préventive, on va vérifier, on va physiquement s'assurer que la personne n'est pas en difficulté. Donc les hélicos repartent, et il y a une polémique, une vraie après, sur le rôle des hélicoptères. Il y a des règlements de compte. Alors c'est énorme, le règlement de compte. Donc il se fait d'abord par voie de presse, beaucoup. Il y a un article de François où René de Maison accuse les secours d'avoir tardé volontairement. Oui. Les secouristes, eux, ils disent que il a pas fait les signes qu'il fallait, ni les signes qu'il fallait, et puis il a surtout été trop loin. Il n'a pas renoncé au bon moment, donc il a fait une faute de guide quelque part, de ne pas avoir renoncé au bon moment. Donc il y a un festival de polémiques qui va durer des semaines et des mois, et qui va d'ailleurs polluer l'ambiance dans la vallée pendant des mois, et même, j'allais dire, 30 ans après, cette histoire, elle est toujours vivace. Les gens, ils ont toujours du ressentiment, dans un sens comme dans l'autre. C'est pas soldé. C'est pas une histoire qui est totalement soldée, parce que, quelque part, les sauvetages ont été accusés d'avoir tardé volontairement,
ce qui est quand même hyper lourd de conséquences, d'accuser une organisation. Et c'était quand même Maurice Herzog, le maire de Chamonix à l'époque. Voilà. Donc il en veut beaucoup de maisons à Maurice Herzog. Et à Gérard de Wassou, qui est mort après à l'Everest quelques années après, mais il en a voulu... Il le traite de molasse dans son bouquin. Il dit qu'il n'a pas déclenché les grands moyens parce que sans doute lui-même n'en valait pas la peine. Alors, il y a ce règlement de compte d'une histoire qui a eu lieu quelques années auparavant où René Donc de Maurice Maison... Herzog, quand même, il est maire de Chamonix, mais c'est la vedette absolue c'est de l'Annapurna, l'alpinisme voilà. après Gray. Il est le premier à avoir vaincu l'Annapurna. Voilà, l'Annapurna Premier 8000, c'est le grand succès français de l'après-guerre, donc c'est la première fois que... C'est la star. C'est la star, donc il a perdu ses doigts et ses doigts quand même, hein. Donc il a fait sa carrière politique aussi avec ce stigmate qui était quand même un bel atout pour dire qu'il était un héros. Donc on a un héros de la nation, Maurice Herzog, qui est maire de Chamonix, qui est un ponte, et qui en fait a René de Maison qui est là, qui vient toujours provoquer, montrer qu'il est capable de faire mieux, etc. Et donc il y a une espèce d'agacement. Il ne veut pas prendre de risques ce jour-là, vis-à-vis de l'hélicoptère. Je pense qu'il agit peu, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas acteur sur ce qui se passe dans le lapsus de compréhension du secours, mais par contre, il ne met pas effectivement l'énergie pour que tout le monde se mobilise, ils se hâtent lentement, quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel. Dans l'histoire, quand on étudie l'histoire, il y a une volonté modérée de porter assistance à René de Maison. Alors finalement, de Maison a dû payer le secours. Alors ça, c'est hallucinant. C'est fou. C'est hallucinant parce que même Gérard de Wassou, qui est un compagnon, qui est guide, René de Maison est encore à la compagnie des guides de Chamonix. Ils sont de la même compagnie, de la même confrérie, et on va lui facturer la prestation du sauvetage qui a été très tardive, parce que là, la mort de René de Maison, de Serge Gousseau, c'est entre dimanche et lundi. Le sauvetage va se réaliser le jeudi suivant, le 25 février. Ça va durer encore 4 jours. Oui. C'est hyper long. Et on fait une facture derrière, mais on devrait avoir honte. Quand on pense aujourd'hui à tous les amateurs qui se lancent dans la vallée blanche, qui tombent dans une crevasse et le PGHM va les cherter, c'est gratos, quoi. Oui, aujourd'hui, le principe de gratuité, il s'est consolidé derrière, bien sûr. Ça a pris des années avant que le principe de gratuité... Mais c'est vrai que c'est quand même assez injuste de la part de la communauté montagnarde de dresser une facture pour un sauvetage qui... Voilà. Mais bon, on est dans une autre époque, en fait. Oui, 70, c'est une autre époque. Je suis vivant, déjà. Vous ? Oui, en 70, vous êtes... Je suis juste né depuis un mois. Une dernière chose qui sans doute a un peu échappé aux gens, moi qui m'a fasciné, cette grimpe se fait à main nue, oui. Sans gants. Alors, c'est une alternance en fait de grimpe avec des piolets quand c'est en glace. Donc c'est une paroi verticale de rochers et de glace mélangés. Il faut aller voir les photos. Vous m'avez montré une photo de ce que c'est. La face nord des Grandes Jorasses. C'est un mur vertical. Alors c'est une des faces les plus réputées des Alpes. Il y a l'Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses, les 3 grandes faces nord de l'histoire de l'alpinisme. Donc c'est une des 3, 1200 mètres de haut. Et verticale quasi. Et quasiment verticale, voire déversant par endroits. Et l'endroit qu'ils ont réalisé a été répété que des décennies après. La 3e ascension de cette voie de Maison, elle se fait par Béraud, Patrick Béraud, en 2003, je crois que c'est la 3e ascension. Donc c'est une voie qui est mythique dans l'histoire alpiniste, elle est toujours très dure aujourd'hui. Même avec tous les moyens techniques, les piolets hyper modernes, etc., ça reste très difficile. Donc imaginons l'ascension où on alterne de la glace, on peut mettre les gants avec les piolets, puis après on part sur le rocher, il faut prendre le marteau, planter le piton, progresser dans du rocher très vertical. Et ça, c'est main nue. Donc, par moins 20, moins 25, avec du froid, du vent. Exactement. Et en plus, on se donne des coups de marteau, on s'abîme les mains. Petit à petit, là, ils y restent quand même. Du 10 février au 19 février, ils grimpent 9 jours. 9 jours d'ascension en plein hiver, alternant sans gants, avec des gants, dormir pendu dans un petit hamac. Ça, c'est pareil, je ne sais pas si les gens réalisent. En fait, c'est vertical, et ils s'accrochent à la paroi, à des pitons pour dormir. Exactement, ils vont se pendre, ils plantent des pitons, ils mettent un petit hamac dans lequel ils vont se mettre avec leur duvet, ils vont essayer d'utiliser ce réchaud comme ils peuvent sans le faire tomber, parce que s'ils le font tomber, ils sont morts, parce que s'il n'y a plus de réchaud, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de nourriture, donc on ne peut pas continuer l'ascension. Donc c'est vraiment des techniques incroyables de survie. Et là, on voit bien que René, il avait un art et une maîtrise incroyable, parce que arriver à survivre pendant 10 jours de l'ascension, puis après une survie ultime qui va rajouter encore 5 jours derrière, quasiment, c'est 14 jours et d'ascension et de survie. Bah, franchement, il y a peu de gens sur Terre qui survivraient à une telle épreuve.
C'est pour ça que je l'ai raconté. Je vous remercie infiniment, Blaise Agresti, d'avoir accepté ce débrief avec nous. Je rappelle le livre que vous lirez, si tout ça vous a vraiment intéressé. 342 heures dans les Grandes Jorasses de René Demaison, aux éditions Webec. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.